Oh, Oui, donc, juste vous dire que vous êtes en train d'être record, enregistré. enregistré. Super, bienvenue tout le monde à cette dernière journée de l'Institut de l'Association des éducateurs coopératifs. Je m'appelle Andrea Renaud, je travaille pour Solio Groupe Coopératif à titre de conseillère aux affaires coopératives et je siège au conseil d'administration de ACE depuis 2017. Alors, ça me fait plaisir d'être l'animatrice, dans le fond, de la session aujourd'hui, accompagnée d'Édouard. On a deux invités très intéressants pour cet après-midi. Avec nous, on a Jean-François Parent et Hélène Turcotte qui sont avec nous. Donc, on va commencer avec Jean-François Parent. Je vous fais une petite description. Tu pourras, Jean-François, te présenter plus longuement si tu le désires, mais j'avais envie de partager aux gens que tu as, en termes de background, tu as un baccalauréat spécialisé approfondi en histoire avec une mineure en géographie et tu as aussi poursuivi une maîtrise en géographie. Et c'est autour de 2016, je crois, que tu es un peu tombé dans le monde de l'économie collective et en te joignant à la grande équipe du Conseil de la coopération de l'Ontario, dont tu es actuellement directeur, financement majeur et responsable des opérations pour la partie de l'Est de l'Ontario. Donc, je pense que tu as une très bonne connaissance du fait français dans l'Est de l'Ontario. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas nous parler des effets de la pandémie dans le monde des entreprises collectives. Donc, j'en dis pas plus. Jean-François, je te laisse aller avec ta présentation. Puis, on va se garder une période de questions pour les gens qui vont avoir peut-être envie de te poser des questions plus approfondies. Donc, à toi, Jean-François. Excellent. Merci beaucoup, Andrea. C'est toujours un plaisir d'assister aux événements de ACE. C'est ma troisième occasion depuis 2018 et je dois dire qu'à chaque fois, c'est toujours une expérience en soi. Puis, je suis vraiment choyé d'être avec vous aujourd'hui. Oui, Donc, pour puis, ceux et... excuse, je me rappelle aussi qu'on a partagé une session, c'était l'édition à Denver. Je sais plus si c'était à C'était Denver. à Minneapolis, À c'était Minneapolis. sur les modèles Moi, je parlais Kumo des Kuma Pumas. à l'époque. Voilà, on a Exact. eu l'occasion de tous les deux de travailler ensemble. C'est un plaisir de te retrouver virtuellement cette année. Le plaisir est partagé. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi après-midi. Je vais partager avec vous à l'écran les diapositives que j'ai préparées pour l'occasion. Est-ce que tout le monde est en mesure de voir les diapositives que j'ai affichées? Pas encore, ça s'en vient. Encore. OK, ce ne sera pas long. Ah, Ah, et voilà. là, ça va démarrer. Oui, on le voit, Jean-François, c'est parfait. Excellent. Donc, comme il a été annoncé dans le programme pour la journée, la première présentation de cette séance va porter sur le bilan des effets de la récession économique engendrée par la pandémie sur le milieu non seulement coopératif, mais également on va faire une certaine analyse comparative avec le milieu associatif et le milieu communautaire en Ontario français. Comme vous le savez, sans doute, on vit depuis mars 2020 des temps assez particuliers qui ont eu des incidences fortes sur le développement économique des différentes régions de la province. Et aujourd'hui, ça sera l'occasion de faire le bilan, si l'on veut, après plus d'un an et demi sur comment les différents secteurs d'activité se portent, quelles tendances on peut dégager à moyen et à long terme, et également par secteur d'activité également, quelles seront quelles sont les implications pour tout le secteur coopératif. J'aimerais mentionner qu'à la fin de la présentation, je vais mettre dans le chat mon adresse courriel. Donc, si à la suite de la présentation, vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir, si je ne suis pas capable de répondre à une question dans le chat, de poursuivre la discussion et d'aller chercher l'information requise. Donc, telle qu'elle a été décrite, la présentation d'aujourd'hui va à la fois jeter un regard historique
sur la chose, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai été formé en histoire-géographie, donc j'ai vraiment cette lunette d'analyse à apporter sur la thématique, mais on combine ça avec une approche vraiment macroéconomique. On va regarder différentes tendances, puis ça va être également la façon dont l'atelier d'aujourd'hui ou la présentation va être déconstruite, c'est qu'elle va vraiment s'opérer en 2 temps. Tout d'abord, il y aura une présentation brève sur les implications macroéconomiques, tant à l'échelle nationale que provinciale pour l'Ontario. Puis après, on va regarder vraiment par secteur d'activité ou également les différents secteurs géographiques, comment la pandémie a vraiment influencé le devenir économique du secteur coopératif. Donc, c'est somme toute une présentation classique aujourd'hui. Je prendrai quelques moments au début pour parler de notre organisation si vous n'avez jamais entendu parler du CCO pour ensuite sauter dans le sujet. Et à la toute fin, j'ai énormément de littérature à partager. Il y a des recherches fantastiques qui ont été menées par différents organismes, incluant l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, l'Ontario Non-for-Profit Network et autres qui ont vraiment fait un regard approfondi sur différents secteurs puis différentes thématiques qu'on va traiter aujourd'hui et dont la présentation s'inspire en termes de données. Et toutes ces données, d'ailleurs, sont ouvertes publiques. Donc, vous pouvez également aller les jeter si vous êtes intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Pour revenir au CCO, si vous n'avez jamais entendu parler de notre organisation, on est l'organisme officiel représentatif de promotion, de développement et de recherche du secteur des entreprises sociales et des coopératives francophones et bilingues en Ontario. On existe depuis 1964, donc on a une très longue et riche histoire et on est né vraiment d'un besoin de représentation pour tout le secteur coopératif en Ontario français. On est donc le pendant francophone d'organisations telles que l'Ontario Cooperative Association, avec elle si on veut, on fait beaucoup de travail, pardonnez-moi l'expression en anglais, advocacy, le terme m'échappe en français, mais un travail de lobbying, si on veut, pour la promotion du secteur coopératif en Ontario. Et dans les dernières années, on a beaucoup étendu nos opérations, tant aussi bien que d'un simple organe de représentation puis de promotion, on est vraiment advenu à jouer un rôle actif dans le développement du secteur coopératif dans la province. Donc, beaucoup de projets initiés en termes de création, puis d'accompagnement professionnel. Et on va le voir un peu plus tard dans les données. Puis je ne veux pas gâcher aucune surprise, mais on verra que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nombre de coopératives n'est pas en décroissance en Ontario. Et les dernières données, en fait, démontrent qu'il y a une légère croissance du secteur. Et donc, c'est un peu notre cœur de métier. Toutefois, notre organisation fait énormément de travail sur le terrain et contribue à revitaliser les communautés. Et dernièrement, on a développé beaucoup de secteurs niches d'activité. Donc, anciennement, ma spécialité, c'était tout ce qui était recherche et innovation avant que je devienne directeur du financement majeur. Et c'est de cette division que découlent les recherches qui ont contribué à la présentation d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers en termes de recherche sociodémographique ou économique pour le secteur coopératif en Ontario français, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Il y a 2 volets que j'aimerais beaucoup mentionner également parce que vous n'êtes pas sans savoir que la raison pourquoi on est tous ici aujourd'hui, c'est en partie grâce à le volet gestion organisationnelle, car ACE est une organisation qu'on aide à administrer et je salue notamment le travail de Michael qui est sur l'appel, Edouard et tous ceux au CCO qui ont aidé à contribuer à la réalisation de l'événement d'aujourd'hui. C'est vraiment fantastique et je vous en remercie. Et finalement, le dernier volet qui est un peu plus si on veut, en expansion dernièrement, c'est tout notre volet depuis 2018-2019 qui est affaires internationales. Donc, on cherche vraiment à étendre nos horizons. Et si jamais vous êtes localisé partout dans les Amériques et que vous souhaitez faire affaire avec l'Ontario, n'hésitez pas à nous contacter. On peut être vraiment une porte d'entrée pour l'économie francophone dans la province.
Au-delà des organisateurs de la session d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps de également souligner le travail de certaines organisations qui ont alimenté les données qui ont été récoltées pour cette présentation, notamment le Réseau canadien de développement économique communautaire, la Table ronde sur l'économie sociale de l'Ontario, le REDE Canada, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, ainsi que l'Atelier d'innovation sociale Morel Bélanger. Tous ont joué un rôle particulier dans la construction des données, au fil d'échange, au fil de partage d'informations. Et le produit que je vous livre aujourd'hui n'aurait pas pu être fait sans leurs apports. Andrea mentionnait plus tôt en termes de profil. La seule chose que j'aimerais peut-être ajouter hors de mes fonctions du CCO officiellement, j'ai été pendant quelques années au conseil d'administration du Réseau canadien de développement économique communautaire, ce qui m'a permis d'avoir une lunette d'analyse au-delà du simple secteur coopératif, puis vraiment se concentrer sur l'ensemble de tout le secteur de l'économie sociale de façon nationale. Cette expérience a vraiment permis d'enrichir, si on veut, la vision que j'ai, puis de complémenter certaines informations que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je salue les membres du réseau s'ils sont parmi nous ou qui nous écoutent en différé après la session d'aujourd'hui. J'aime toujours commencer mes interventions avec une citation de, peut-être que vous connaissez ce personnage, Peter Drucker, auteur, éducateur, ancien consultant en management et qui était, si on veut, un innovateur dans le domaine du management corporatif. Pourquoi je mets quelqu'un qui est qui a été une figure de proue du développement capitaliste dans une présentation sur le secteur coopératif? C'est parce que peu importe certains domaines d'activité, peu importe certaines tensions ou malaises qui existent souvent dans le secteur, il y a toujours certaines affirmations ou certains énoncés qui ont une vérité intangible. Et ça, peu importe les idéologies. Et cette phrase qui est restée célèbre, qui est restée dans les annales de Peter Drucker, c'est un type d'affirmation qui est également transposable dans le secteur coopératif et qui va comme suit. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est tout simplement de le créer. Et c'est ce qui nous anime, nous, au CCO. C'est ce qui nous anime dans le secteur coopératif, après tout, c'est de créer l'avenir face à différents enjeux, face à différents défis qui sont imposés souvent par le contexte, par les réalités du moment. Comme la crise que nous traversons en ce moment, on se doit, en tant que représentant officiel d'un secteur d'activité qui est innovant, inspirant, de travailler pour sa pleine réalisation. Et donc, peu importe les dissidences politiques, peu importe les différents points de vue, c'est quelque chose que j'aime apporter à la table parce que ça témoigne d'une volonté commune d'apporter du changement. Et du changement, on en a besoin en ce moment. Parce que la dernière année et demie a été considérablement sévère sur pas juste un secteur de l'économie en tant que tel, mais sur tous les pans d'activité, et ce, sans discrimination. Que l'on soit dans les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales, les organismes de bienfaisance, dans l'économie, entre guillemets, régulière, ou le secteur coopératif, on affronte chaque jour de nouveaux défis, de nouvelles contraintes, de nouvelles pressions sur l'écosystème en place, des pressions qui sont d'une part financières. Donc, on va le voir plus tard dans la présentation, on va voir que différentes raisons sont mentionnées dans des études transversales qui ont été faites sur l'économie francophone. Il y a différentes façons d'avoir des contraintes financières, que ce soit par la réduction des ventes de services, réduction de subventions, etc. J'ai des données très intéressantes à vous partager sur le sujet. Mais il y a également des contraintes structurelles, organisationnelles, de contexte, qui font en sorte que certaines organisations ont été plus touchées que d'autres. Notamment chez les populations marginalisées sur le plan économique, les bénévoles. Certaines collectivités ont été affectées de façon inégale. Puis on va le voir dans la portion sur les inéquités régionales, à quel point certaines régions font face à des pressions plus que d'autres et comment ceci peut jouer pour certaines coopératives qui sont en place. Bref,
vécues de façon inégale, mais un enjeu commun. Et donc, c'est sur ce point que je veux vraiment mettre un accent aujourd'hui, c'est qu'on vit tous une réalité similaire, entre guillemets, bien que différentes entreprises, différentes sociétés coopératives l'ont vécu de façon différente. Et quel constat on peut en dégager? C'est vraiment intéressant. On n'a pas vécu un épisode de ce genre dans notre histoire économique depuis soit la grippe espagnole de 1918 ou la récession économique de 1929. Si on regarde les données de certaines crises, 73, 77, 87, le crash de 2000, 2008, les inégalités qui se sont construites n'ont pas été aussi fortes que la crise que nous traversons en ce moment. Plusieurs indicateurs montrent que l'événement qu'on traverse est d'une ampleur considérable. Les différents programmes ont été mis de l'avant, dont un plan de portée nationale par le gouvernement canadien, plan d'intervention économique pour pallier aux effets de la crise. Toutefois, force est de constater que les effets néfastes sur le devenir économique de notre communauté perdurent dans le temps et on va vivre les conséquences pour au moins les 5 ou 10 prochaines années. Donc, les entreprises doivent absolument faire preuve de résilience et de capacité à résilier encore davantage parce que la période de remise va être sans doute assez longue. En fait, si on remonte à plus d'1 an et demi, le Canada avait commencé au début, au première portion de l'année 2020 avec une période soutenue d'expansion économique. Il y avait plus d'1 million d'emplois qui avaient été créés à l'époque entre 2015 et le début de l'année 2020. Donc, une grande partie représentait soit des personnes en bas âge, enfants, jeunes adultes. Donc, on était en période d'expansion continue. Puis, mars 2020 a complètement changé la donne. Si vous voulez beaucoup d'informations sur le contexte d'un point de vue national, je vous recommande fortement de regarder la première partie du budget fédéral 2021, dont j'ai mis le lien ici, qui démontre tout justement l'ampleur des changements structurels qu'on a traversés. À l'époque, on était, tout juste avant la crise, la deuxième économie connaissant le plus haut taux de croissance dans les pays du G7. Dans une position très enviable. Et ceci a complètement changé du jour au lendemain. Si on regarde, par exemple, la croissance annuelle du PIB au courant du dernier siècle, on voit que les taux de la dernière année, pour 2020, étaient comparables à ceux qu'on a vécus en 1929-1930. C'est du jamais vu dans l'histoire économique depuis au moins un peu moins de 100 ans, plus ou moins. Si on regarde également, par exemple, les taux d'emploi, pour les 40 à 50 dernières années, on a atteint un seuil, un plancher historique qui n'a pas été vécu depuis les années 70. Donc, c'est quand même du jamais vu. Et ceci a mis c'est pas quelque chose qui s'est fait de façon prononcée sur plusieurs mois, sur une année. Ça a été un choc vécu en très peu de temps. N'empêche, il y a eu un certain redressement. Au cours de l'été, début de l'automne 2020, l'activité économique a repris entre la première et la deuxième vague. Toutefois, à l'automne, on remarque que les gains restants ont été plus difficiles à obtenir, les risques étaient plus élevés et donc on a eu une recontraction de l'économie à l'époque. Et bon nombre des entreprises, incluant le secteur coopératif, restent prises avec des difficultés vécues à l'époque. Taux d'endettement surélevé, pression sur le personnel. Ce n'est pas quelque chose d'unique, c'est vraiment transversal à plusieurs pans de l'économie. Et tout dépendamment si on se situe dans certains secteurs, et on va le voir plus tard, il y a une iniquité envers les secteurs d'activité.
Si on regarde, par exemple, le secteur des arts, du divertissement, des loisirs, c'est parmi les secteurs qui ont vécu la plus grande baisse du PIB réel canadien. Tandis que si on regarde, par exemple, des indices au niveau des services, l'hébergement, de la restauration, ceux-ci se portent très mal, mais plutôt bien comparativement à d'autres secteurs. C'est vraiment dans le commerce de détail que là, on remarque que les adaptations des modèles d'affaires ont fait en sorte qu'au milieu de l'automne, on voit quand même une hausse comparativement à tous les autres secteurs d'activité. Ceci est dû principalement à l'adaptation de la société par rapport à des modes de consommation en ligne, la redistribution de la logistique, toute la chaîne d'approvisionnement, le transport, etc., c'est tranquillement adapté et on a vu une transformation des habitudes d'achat. Donc, certains secteurs se maintiennent plus que d'autres. Si on regarde également dans le domaine de l'emploi de façon nationale, on voit qu'il y a une grande baisse au courant de mars et avril et chacune des baisses qu'on voit également autour de partant en octobre jusqu'à décembre, janvier correspondent avec la deuxième vague. Et donc, dans l'éventualité d'une troisième, quatrième vague, on peut s'attendre à des variations similaires. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans l'imaginaire collectif, de se dire « Ah, la performance économique est au plus bas », il y a quand même des signes de résilience qui démontrent qu'il y a une adaptation de la société. Selon les prévisions à la fin de l'année 2020, puis au début de la nouvelle année, le PIB réel devrait progressivement augmenter. Donc, la vision qu'on a de l'économie semble être peut-être un peu plus optimiste par les experts que qu'est-ce qu'on aurait originalement prévu il y a de ça 1 an. Tant et aussi bien qu'en termes de soutien stratégique par rapport à différents secteurs d'activité, on se positionne relativement bien comparativement à tous les pays du G7. Notre croissance au dernier trimestre était somme toute assez était à la hausse. Si on compare par exemple avec des pays comme la France ou l'Italie qui ont des taux décroissants, on est beaucoup plus avantagé. Et donc la question se pose, si l'économie dans son ensemble fait preuve de résilience, si la situation canadienne est un peu plus optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'en est-il du portrait spécifique de la communauté franco-ontarienne et plus particulièrement si on regarde à la fois le secteur associatif et le secteur coopératif? On voit que c'est une situation qui est parallèle à la réalité traversée par le Canada, mais avec ses propres particularités. Parce qu'après tout, l'Ontario a un paysage économique francophone différent des autres provinces. On compte en moyenne à peu près 18 875 PME et au moment où on se parle, 1787 coopératives actives et enregistrées en Ontario. Donc, qui est une croissance du taux de l'année dernière qui se situait aux alentours de 1785. Donc, il n'y a pas une réduction du taux des coopératives. Au contraire, on voit vraiment qu'il y a une légère, on parle de quelques coops qui se sont enregistrés depuis le dernier état, mais quand même, c'est une progression. Un peu moins de 11,5 % de la main-d'œuvre de toute la province est bilingue, produit 12,11 % du produit intérieur brut de la province, qui se chiffre à peu près 80 milliards de dollars. Et un taux non seulement de bilinguisme, mais un taux d'études supérieures qui est généralement plus élevé que la moyenne canadienne. Et donc, l'économie ontarienne a ses particularités. C'est d'ailleurs le plus grand groupe francophone en situation minoritaire à l'extérieur du Québec et qui compte quand même qui a quand même une énorme contribution à l'économie canadienne dans son ensemble. Si on regarde les constats que nous, au CCO, on a pu observer durant la dernière année et demie, l'inéquité
sectorielle dont on parlait un peu plus tôt, nous, on a plutôt remarqué une iniquité régionale, comment les coopératives vivent la récession. Certaines régions, dont le Grand Toronto, la région de Kitchener-Waterloo, vivent la réalité beaucoup plus fortement que, par exemple, le nord-est de la province ou l'est ontarien, qui ont somme toute, des taux de vaccination quand même assez élevés, des taux qui sont à la baisse au niveau des cas et qui sont plus prompts à la réouverture. Dans le plan actuel de la province, on passe bientôt, en fait, la semaine prochaine, on passe à phase 2, ce qui va permettre au commerce d'avoir je pense que c'est 25 ou 50 de capacité. Donc, on pense à des coopératives comme par exemple la fromagerie Saint-Albert, ou on pense à la coopérative d'épicerie de Moonbeam. Ce sont tous des coopératives qui, en ce moment, font face à des contraintes au niveau de la vente de services, la vente de leurs produits, mais qui sont situées dans des régions qui vont pouvoir justement bénéficier d'une réouverture plus tôt que ce qui était prévu par les experts il y a de ça quelques mois. D'autres régions, par exemple, comme le sud-ouest, le centre, sont encore plus affectées et donc certaines municipalités, comme par exemple la région de Kitchener-Waterloo, vont prendre plus de temps à réouvrir. Le calendrier est prévu pour la mi-juillet et donc vont encore vivre certaines contraintes. Donc, dans toute analyse du portrait, il faut tenir compte de cette dimension géographique qui est, somme toute, très importante. Et ceci va être vécu également de différentes façons, qu'on soit une coop en tant que telle, qui fonctionne avec la part de ses membres, ou si on est une OBNL, différents modèles d'affaires vont vivre la réalité de façon différente. Puis on se rend compte au fur et à mesure qu'on creuse les données que c'est certes une économie affaiblie, mais qui est encore vivante. Il y a un sondage assez intéressant qui a été produit par la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui regardait le portrait du secteur des organismes sans but lucratif, des entreprises sociales, et qui démontrait que, somme toute, la majorité des répondants ont vécu une situation, somme toute, assez grave dans leurs organismes et la livraison de leurs produits ou services a été affectée. Je vous conseille fortement, j'ai mis l'hyperlien de cette étude qui a été menée il y a quelques mois, et début de l'année 2021, et qui est, somme toute, assez riche en information. C'est vraiment fascinant. Un des constats qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est le fait que la baisse marquée des activités pour la période qu'on vit en ce moment a touché certaines facettes des coops, des entreprises sociales, des organismes sans but lucratif plus que d'autres. On pense par exemple à certains atouts importants comme le réseau des bénévoles en ce moment. Seulement 22% des répondants ont mentionné que la majorité des personnes qui aident ou des bénévoles qui sont en place sont encore actifs au sein de leurs organisations. Donc, ça met une pression supplémentaire. Souvent, par exemple, les conseils d'administration sont très affectés. On doit réajuster pour les coopératives sans but lucratif qui souhaitent justement employer des bénévoles. Il y a des contraintes structurelles qui font en sorte que ça affecte les activités. Donc, c'est des considérations à tenir. Dans l'ensemble, pour parler de la même étude, 60% des organismes ayant participé au sondage ont rapporté une perte de revenus généralisée. On parle quand même d'un bassin important d'organisations. Juste en Ontario, il y a 1700
87 coopératives, puis il y a 10 000 entreprises sociales. Donc, 60% de tous les organismes qui ont participé au sondage, qui est quand même un échantillon représentatif de la population totale au Canada, c'est quand même considérable. Donc, n'empêche, ceci a été fait à un moment fixe dans le temps. Il serait intéressant, d'un point de vue purement spéculatif, de reproduire la même étude, mais à ce moment-ci ou dans un temps futur où on est en période de réouverture et d'acclimatation de l'économie. Quelles seraient les variations entre ces deux études? Je serais prêt à parier que ce serait beaucoup plus optimiste que ce qui a été décrit à l'époque. Si on regarde les facteurs qui ont mené à la baisse de revenus, on se rend compte que c'est la portion qu'on attribuerait notamment aux subventions est beaucoup plus mince que ce qu'on pourrait imaginer. C'est vraiment au niveau de la vente des produits et de services, les activités de levée de fonds, puis la diminution de la clientèle, qui sont les trois facteurs les plus importants dans l'équation. Puis, même chose si on regarde le pourcentage des pertes par rapport au budget annuel des organisations, plus d'un tiers des répondants, à peu près 30% de l'échantillon, c'était des pertes de 1 à 10%. Puis des pertes de plus de 30% dans les budgets annuels restent, somme toute, assez rares. On parle de seulement 5% des répondants. Donc, il y a quand même des lueurs d'espoir. On peut passer au travers de la crise, mais il faut, à la lumière des données qui ont ressorti, de la revue de littérature qu'on a produite et des données qu'on a extirpées de différents rapports, puis des constats qu'on a faits sur le terrain, il y a 4 leçons ou recommandations que l'on suggère à la communauté franco-ontarienne. La nécessité de réfléchir à l'après-plan d'intervention fédérale et à la pression sur la dette publique. On le sent venir dans l'écosystème. Il y a énormément d'initiatives qui ont été annoncées depuis 2020 pour soutenir les entreprises, soutenir le secteur coopératif. Qu'adviendra-t-il à ce moment-là dans les prochaines années s'il y a une contrainte qui empêche d'avoir un taux de financement public élevé tel qu'il est en ce moment, puis qu'on doit réduire la dette? Ceci sont des calculs que les coopératives doivent prendre en considération si elles dépendent en partie de fonds publics. La deuxième recommandation, c'est la nécessité d'avoir une infrastructure de financement, des portfolios qui sont solides, diversifiés et qui permettent des adaptations rapides. Donc souvent, puis ça c'est relié au point 4, qui est la nécessité d'avoir des fonds de réserve, qui n'est pas toujours une pratique évidente à mettre en place. La plupart du temps, on suggère 6 mois d'opération continue à 12 mois avec capacité réduite. La crise a vraiment mis de l'avant le fait que les fonds de réserve doivent être augmentés dans les coopératives. Parce que c'est quelque chose que notre clientèle a vécu et qu'on s'est rendu compte sur le terrain. Et finalement, dans nos études, dans nos constatations, on s'est rendu compte que la capacité de résilience du secteur coopératif et la capacité de s'adapter à différents changements est directement proportionnelle à la capacité des organisations, des coops à innover, à trouver des nouveaux débouchés commerciaux. Fini est l'époque où on a un seul extrant, un seul type de clientèle. Il faut penser que si un changement abrupt s'opère, comment est-ce qu'on pérennise nos activités? Dans certains secteurs d'activité comme l'agriculture, les coopératives agricoles, c'est beaucoup plus facile le dire que le faire. Dans d'autres secteurs, comme par exemple l'industrie des services, un peu plus malléable. Donc, comment les coopératives naviguent cette capacité à s'adapter, à changer rapidement? Tout ceci doit passer par des exercices de planification, de réflexion à l'interne. Et dans l'éventualité où c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous nous écoutez, le CCO est en mesure d'aider. Conclusion à l'intervention. Avant que tu arrives à ta conclusion, je voulais juste t'annoncer qu'il restait 10 minutes. Parfait. Donc...
Il me je sais que tu as tes restait, références après, mais pour laisser le temps oui, peut-être à des questions, mais je te suis. il me restait 3-4 minutes d'intervention, puis après, Parfait. c'était la période de questions. Parfait. Donc, en une demi-heure, 40 minutes, c'est très difficile de faire le sommaire d'à peu près 1 an et demi de données, de faits, de conclusions, puis de constats qu'on a opérés sur le terrain. C'est très difficile de faire le sommaire de tout. N'empêche, j'aimerais qu'on reparte de la présentation d'aujourd'hui avec l'idée que même si le secteur passe à travers des moments difficiles en ce moment, qu'il y a toujours une lueur d'espoir à la fin. Puis que, somme toute, il y a des structures pour aider, pour appuyer, pour renforcer les capacités. Puis en Ontario, nous, on est une partie de l'équation et j'espère qu'on va pouvoir, au fil du temps, devenir une plus grande part de l'équation et que le secteur coopératif est vu comme une solution en tant que telle à l'ensemble de divers sous-défis qui composent la crise. Puis, il nous reste beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une lunette d'analyse, une dimension en tant que telle. Mais il reste à voir les conséquences à long terme, notamment sur le marché de l'emploi, les conséquences à long terme dans les 10 prochaines années pour l'ensemble du secteur coopératif, sur les incidences que ça va avoir sur les politiques publiques, sur le financement disponible. Donc, tout ça, ça ne peut pas se mesurer aujourd'hui. Il va falloir attendre d'autres inputs de données. Il y a d'ailleurs une étude fascinante qui va s'en venir très bientôt. Edouard, rappelle-moi, tu es sur l'appel en ce moment, il y a une table en ce moment qui est en train de faire un rapport sur tout le pan de l'économie sociale et du secteur coop au Canada en ce moment. Donc, il y a un rapport, le Table of Impact Investing Practitioners, qui vont sortir un rapport sur l'économie sociale au Canada. Et puis, il va y avoir un rapport spécifique sur l'Ontario également qui sortira donc probablement au courant de l'été. Merci beaucoup, Edouard. Donc, c'est le genre de données qu'on attend beaucoup et qui pourront complémenter ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Finalement, je ne peux pas vous laisser sans parler ou puiser des données si vous voulez enrichir sur la chose, si vous voulez aller complémenter l'information que je vous ai présentée aujourd'hui. Il y a une riche littérature qui est disponible. Si vous vous intéressez, par exemple, au profil de l'économie de la province, la Fédération des gens d'affaires a créé un rapport sommaire qui a été publié en mars 2021 qui est fortement intéressant. Sinon, il y a toujours les profils démographiques qui vont être mis à jour bientôt. On a le fameux recensement de 2021 qui a pris part en ce moment et donc on attend ces informations avec impatience. Il y a également j'ai eu vent pour les intéressés de la mise à jour du livre blanc des communautés francophones et acadiennes du RD Canada qui s'en vient, qui est projeté. Ce n'est pas officiel encore. Le dernier livre blanc date de janvier 2016 et c'est quelque chose qui, je sais, est dans les plans pour être travailler dessus au courant de l'année 2021-2022. Deux des rapports que je vous ai mentionnés précédemment sont très intéressants, notamment celui produit par ONN et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario sur l'état de différents secteurs, incluant le secteur sans but lucratif, les entreprises sociales, le secteur coop, qui a été publié au courant de l'année 2020. Et finalement, l'impact de la pandémie sur les organismes francophones qui a été publié par la FCFA. Dans l'ensemble, une riche littérature qui, je l'espère, pourra vous porter au-delà de la présentation que je vous ai présentée aujourd'hui. Et donc, il est présentement 15h10. Je suis disponible pour questions et réponses. Quelle ponctualité, Jean-François. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, par contre, j'en ai une pour toi, Jean-François. Oui. Est-ce que tu penses que
est-ce que vraiment tu penses que... Tout dépend de comment... Là, il y a des élections là, au Canada en 2021. Normalement, il devrait y avoir des élections en 2021. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que oui, c'est important d'être agile selon le gouvernement en place, les différentes politiques qui vont être établies. Mais penses-tu vraiment qu'il y aura réduction des dépenses dans un environnement comme celui-ci? Les économistes pensent que c'est pas, ça ne sera pas tout de suite là, la Ça ne réduction serait des pas dépenses. stratégique à court terme. Parce qu'après tout, c'est du capital politique. Le fait de soutenir en ce moment la vaste majorité des entreprises, incluant le secteur coopératif, les entreprises sociales et autres, alors que également certaines stratégies qui ont été mises de l'avant, comme un fonds de finances sociales qui est annoncé, le programme de préparation à l'investissement, le soutien aux entreprises, ça crée énormément de capital politique qui joue en faveur du parti en place. Tout parti d'opposition qui arriverait au courant des élections et qui ferait, si on veut, un discours portant sur la réduction de la dette publique, alors que la majorité des entreprises ont besoin d'une forme de soutien quelconque, ça leur arracherait une partie de l'électorat. Donc, à court terme, non, ça ne serait vraiment pas stratégique. Tous les partis, en théorie, devraient se positionner pour continuer à moyen terme, sur 1 an ou 2, les programmes qui sont en place dans le but de soutenir la relance. Par contre, c'est la période après, quand on parle 2023, 2024, etc., parce que la dette publique, c'est quand même a cru de façon exponentielle durant la dernière année et demie, et beaucoup d'économistes regardent le portrait et jugent que c'est insoutenable. Et constat également historique, ça fait des vagues. Il y a des périodes de contraintes budgétaires suivies par des périodes d'agrandissement de la dette publique, et ça va comme ça. C'est un profil, c'est un pattern qui réémerge dans l'histoire de la nation. Donc, c'est quelque chose à prévoir en fonction de qui composera le gouvernement aux prochaines élections. Dans l'immédiat, on veut vraiment soutenir toute forme d'entreprise confondue. C'est dans l'intérêt national. À plus long terme, tout dépendamment de qui va composer. Je ne veux pas me prononcer sur un choix d'un parti plus qu'un autre. On est une organisation qui, après tout, se doit d'être apolitique. On soutient le secteur coopératif et les entreprises sociales, d'abord et avant tout, et ce, peu importe qui est au pouvoir. Mais il faut reconnaître, après tout, que après une période de dépenses soutenues, historiquement, il y a des périodes de contraintes. C'est à prévoir. Moi, j'ai une question aussi, Jean-François, pour le Conseil de la coopération de l'Ontario. Comment vous l'avez vécu, cette pandémie, vraiment pour vos coops, là? Est-ce que vous avez eu plus d'achalandage, plus de demandes de soutien ou d'appui, ou définitivement. c'est passé? Je vais dissocier comment les membres l'ont vécu de comment nous, on l'a vécu de l'intérieur. Alors, la partie membre en tant que telle, oui, ça a été une période très achalandée, au point tel qu'il a fallu mettre en place un programme complet de réactivation économique pour pallier aux besoins qui avaient été constatés auprès de nos membres, auprès des entreprises que l'on accompagne. Au début de la pandémie, mars, avril, la plupart de nos réponses étaient de l'ordre de qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a en place. Donc, des programmes virtuels de formation ou d'accompagnement ou des sessions jeunesse pour conseils, trucs et astuces pour soutenir l'économie. Mais il est devenu de plus en plus, au fur et à mesure que les mois passaient, on mesurait l'ampleur, si on veut, du secteur. Il y avait des pressions énormes pour assurer la continuité des opérations. Puis nous, ça a été
générateur d'une certaine forme d'expansion. On a réussi à avoir du financement public de la part de FedDev Ontario, l'Agence de développement économique du sud de la province, pour mettre en place un programme de réactivation économique pour l'Est, le centre et le sud. Donc, on a, en partenariat avec la Société économique de l'Ontario, on a vraiment mis un programme complet qui soutenait toute forme d'entreprise confondue, incluant des coopératives. Et c'est un programme qui a quand même duré de juillet-août 2020 à mars 2021. Avec plusieurs centaines de participants, du matériel. Ça a été... ça a mis une pression énorme sur le personnel, je dois dire. C'est des longues heures supplémentaires, souvent travailler le week-end, du travail incroyable, mais du travail quand même qui est acharné, qui demande d'appuyer non pas une seule entité par accompagnateur ou par membre du CCO, mais vraiment, on est amené à appuyer plusieurs projets en même temps. Donc, je dois dire que la pression était très forte, mais c'est un travail qui est, somme toute, assez valorisant. Puis on l'a constaté tout récemment, le nombre de coopératives n'a pas réduit en Ontario, il s'est maintenu. Donc, on est quand même assez fiers de voir que le momentum fait en sorte que tout le travail qui est mis en place par les agences de développement économique, incluant nous, incluant d'autres organisations, fait en sorte qu'on est capable de passer au travers, qu'on fait vraiment preuve de résilience. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation, pour un regard aussi, pas juste économique, mais je dirais un regard socio-économique sur la pandémie, puis avec une lunette plus spécifique sur la réalité ontarienne, puis encore une autre lunette plus spécifique dans l'Est là, de l'Ontario. Très intéressant. Donc, au nom de ACE, merci beaucoup pour ta contribution. Puis, on va maintenant donner la parole à notre deuxième panéliste pour essayer d'être dans les temps. Donc, on a avec nous Hélène Turcotte qui va nous parler d'une innovation. Donc, Hélène, elle a un baccalauréat en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle a poursuivi avec une maîtrise en sciences politiques, profil relations internationales, coopération et développement. Elle a travaillé plusieurs années comme conseillère en développement coopératif à la coopérative de développement régional de la Montérégie et elle travaille maintenant à son compte depuis l'automne 2020. Et je suis sûre que parmi les nombreux projets que Hélène doit gérer, elle a, entre autres, accompagné la coop AgroBio depuis maintenant, je pense, un petit peu plus de 10 ans que tu accompagnes ce groupe. Et c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, Hélène, d'un modèle d'affaires très innovateur. Donc, je te laisserai aussi peut-être te présenter plus en détail si tu le souhaites. Mais la parole est à toi, Hélène. Toujours peser unmute avant de parler. On a appris ça depuis l'année dernière. Hein? Donc, je t'inviterai, Andrea, à partager la présentation, justement, pour que je puisse enchaîner. En fait, bonjour à ceux qui sont là, qui sont présents. On est presque en mode co-développement, mais ce qui est intéressant, c'est de partager, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, j'avais nommé ma présentation, dans le fond, sur le défi de changement d'échelle. Puis ça fait un pont avec un peu, Jean-François mis la table, puis a dit tantôt, c'est important pour les coopératives d'innover, d'avoir une diversité de revenus. Là, je vais vous présenter de l'innovation, mais aussi le changement d'échelle, ça qu'on appelle autrement la croissance, et les défis qui viennent avec cette croissance qui est assez importante. Dans un contexte de pandémie, l'année dernière, il y a eu beaucoup un retour vers tous les gens qui ont tout d'un coup consommé plein de farine puis de faire du pain à la maison. Et donc, dans le secteur agroalimentaire, la crise a eu un impact sur ce type d'entreprise
agroalimentaire avec une croissance phénoménale. Mais je situe davantage la croissance, là, comme je vous l'ai exposé, sur 2, 3 dernières années là, et la réalité dans laquelle se retrouve. Et dans la dernière année, moi, j'ai travaillé, puis j'en profite pour même faire mon petit slash politique, c'est-à-dire que mon travail de consultante a été rendu possible grâce au programme de préparation à l'investissement du gouvernement fédéral. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu intervenir là, dans le mandat dans la dernière année. Donc, on peut enchaîner juste pour me présenter un peu aussi. Bon, Andrea a dit là, que j'avais travaillé aussi à la CDR et qui est devenue la CDRQ. Et ensuite, j'ai passé de la Montérégie à l'Estrie comme directrice régionale. J'ai eu l'occasion donc de travailler sur différents types là, de coopératives, que ce soit au niveau de ben là, on a parlé avant-hier de conversion coopérative, Coop Convert. Donc, j'ai été impliquée dans un cas de transfert d'entreprise là, avec la radio à Val-des-Sources là, ou Asbestos, là, parce que ça a changé de nom. Donc, j'ai participé à l'accélérateur de croissance à ce moment-là, de mettre en place ce nouvel outil financier pour accompagner les coopératives. Donc, ça, c'est le volet financement là, de mes services. J'active principalement agroalimentaire, en santé, en habitation également. Au niveau organisationnel, bien, ça, c'est le background de Montérégie. C'était vraiment au niveau des coopératives de santé que j'ai développé une expertise à ce moment-là. En Estrie, bien, les coopératives de santé étaient moins présentes, donc c'est le secteur agroalimentaire qui s'est développé davantage là, pour ma part. Donc, évidemment, avec les années, dans les 10 dernières années, c'est sûr que j'ai travaillé sur différents projets, plans d'affaires, développement, mais toujours en création ou en développement de coopératives dans des secteurs non fédérés. Donc, souvent, il s'agit d'innover davantage parce que ce sont des petites coopératives, des petites entreprises, des défis avec pas de directeur général, par exemple. Donc, une autre façon vraiment de voir comment s'opère une coopérative. Donc, on peut... c'est ça un peu comme Andrea disait. Là, elle a déjà nommé la coop, là, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'était de dire qu'est-ce que j'ai fait avec cette coop-là que j'ai vu croître pendant 10 ans, dans le fond, puis que j'ai accompagné. Donc, ça a commencé en 2011 en seulement une formation là, avec la DG à l'époque, le président. Donc, ça, c'est tout le parcours avec cette coop-là, de mes interventions auprès de cette coop-là. Donc, évidemment, le point tournant 2015-2016, départ de la directrice générale. Donc, tout est tombé, si on peut dire. Le président m'appelle un jour sur son tracteur en disant « Hélène, qu'est-ce qu'on fait? » Et puis là, ben, c'est phase de redressement et puis réflexion, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va développer, comment qu'on va travailler sur le plan B, hein, parce qu'il y a eu un projet qui n'a pas fonctionné. On avait investi aussi beaucoup d'argent de la part des membres, mais à travers faire un plan, parce que même dans la dernière année, je disais à des administrateurs que j'accompagnais, je disais, moi, je n'ai jamais vu dans tout ce temps-là un plan d'affaires tel qu'on le connaît, business plan avec 2-3 ans de prévision financière, je n'en ai jamais vu. Fait que ça a été toujours comme on avance. Ça va mettre le pont, là. Donc, ça, c'est l'image de marque hein, de la coopérative québécoise d'agriculteurs biologiques. On voit aussi dans le signe, le O, le B, là, comment c'est fait, le signe qui veut dire l'infini. Donc, c'est un peu leur image. À un moment donné, en 2015-2016, c'était à peu près la seule chose qu'ils possédaient, cette super image de marque. Donc, on est parti d'une belle image, puis après ça, on a continué avec la force des membres, puis beaucoup de jus de bras, on pourrait dire. Donc, dans le fond, moi, à partir de ici, c'est comme un peu la présentation de la fin de mon mandat que j'ai fait au comité que j'ai accompagné au niveau de la commercialisation des grains vrac. Et puis là, donc, moi aussi, je commence par une petite citation, là, comme Jean-François. Donc, c'est une citation du président dans ce cas-là. Donc, c'est « Avant de le faire, on ne savait pas que ça ne se faisait pas. Alors, on le fait quand même. » Ça illustre un peu là, le côté d'innovation. Donc, c'est des agriculteurs qui
produisent du biologique depuis 20-25 ans facilement. Donc, il y a une partie où ils devaient comme inventer quelque chose tout en gardant leur liberté. Fait qu'on peut avancer. Donc, je présente un peu qu'est-ce que c'est leur mission, coopérer au développement harmonieux d'une agriculture biologique basée sur les principes de l'agroécologie. Et la vision qu'on a élaborée là, dans la dernière intervention dans l'année, donc début 2020. La Coop est un leader québécois qui mutualise avec transparence et intégrité des ressources afin d'obtenir le juste prix et le plein potentiel des grains bio de ses membres. Donc, elle prend l'engagement de mettre en valeur, mettre en marché les grains. Ça ne dit pas grand-chose concrètement, donc on enchaîne sur comment ça s'opérationnalise tout ça avec quel type de projet. Parce que la Coop est gérée par projet. Même le budget est géré par projet. Donc, chaque projet doit s'autofinancer et puis c'est comme autogéré, si on peut dire. Donc, ça pose aussi les défis qu'on va voir un peu plus loin. Donc, le premier projet qui regroupe vraiment le besoin et l'intérêt de 95% des membres, c'est de mettre en marché leurs grains une fois qu'il est produit. Bien, qu'est-ce qui est important de savoir à ce moment-là? C'est que ce n'est pas la coop qui achète et qui revend. Donc, qu'est-ce qu'elle a à offrir finalement? Elle a à offrir de l'information qui est quelque chose d'intangible. Donc, avec les années, c'est développé cette idée de faire un infomarché, un infoprix. Donc, ça s'est structuré avec les années, avec la venue d'un employé pour structurer ça, pour regrouper l'offre, pour négocier des contrats, pour développer des nouveaux marchés. D'ailleurs, en Ontario, par exemple, il y a des nouveaux marchés qui ont été trouvés dans les dernières années. Donc, l'idée, c'est vraiment faire le démarchage et le lien, d'être un facilitateur. Deuxièmement, un projet quand même porteur qui répond à la vision. Depuis quelques années, qu'est-ce qui se disait, c'est qu'on ne peut pas juste vendre notre grain vrac, il faudrait donner une plus-value, un peu comme on l'a dit. Donc, il y a eu le dire, est-ce qu'on achète nous-mêmes un moulin et on devient des transformateurs, opérateurs, ou est-ce qu'on le fait en sous-traitance? Donc, c'est toute cette réflexion de qu'est-ce que va faire la coopérative, avec quels moyens. Et qu'est-ce qui a été imaginé? C'est vraiment de partir à petite échelle. Donc, il y avait déjà un membre qui a dit, moi, je vais m'en faire un moulin chez moi. Fait qu'il avait développé sa marque et puis comme ça, il a dit, je vais prendre une partie des petits formats, 1 kg, 2 kg, et je vais les transformer et je vais les mettre en marché sous la marque AgroBio. Donc, c'est développer la marque Produits AgroBio 100% Québec versus une autre farine qu'on retrouve à côté de la tablette qui s'appelle, par exemple, la milanaise, qui regroupe de la farine des membres de la Coop AgroBio, mais aussi qui vient du blé de l'International, qui est mélangé ensemble et qu'après ça, on dit la milanaise, c'est de la farine québécoise. Donc, on voit même au niveau de l'éducation du consommateur que ce n'est pas toutes des choses qu'on connaît, qu'on sait, puis ça pose un défi parce que quand on commence de façon peut-être plus petite, artisanale, on peut prendre quelques centaines de tonnes alors qu'on en fait des milliers, des dizaines de milliers de tonnes au Québec. Donc, en fait, on ne peut pas, à travers un seul projet, répondre à tous les besoins. Donc, ce qu'on disait tantôt aussi, la diversité. Il y a aussi le projet semences qui est au niveau de l'approvisionnement. Donc ça, il y a un enjeu, vu qu'on parle de biologique, de toute la contamination OGM. Il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas de normes de dire est-ce que si c'est 0,5 % contaminé ou 1 % ou 2 %, c'est-tu biologique ou non biologique? Il n'y a jamais eu puis, est-ce qu'on le souhaite vraiment? Parce que l'impact que ça a, c'est que ça influe sur le prix qu'on peut obtenir. Donc, moins je suis contaminée, plus mon grain vaut cher. Donc, à ce moment-là, l'acheteur va tester et le vendeur va tester. Puis donc, il y a un jeu qui s'opère puis qui influe aussi sur le prix qu'on peut obtenir. Donc, la traçabilité est super importante parce que ça touche directement les revenus des producteurs. Et puis, donc, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, on s'est développé et la Coop est devenue un distributeur exclusif d'un type de semence qui, en partenariat avec une coopérative qui est en Autriche, parce qu'en Europe, la réglementation non OGM est différente. Donc, à ce moment-là, ça s'approvisionne directement
directement de semences qui sont non OGM. Donc, ça donne une plus-value. Donc, c'est un beau partenariat coop international. Donc, vous voyez qu'on a parlé de très local avec un 100% à Québec et à des alliances internationales. Donc, d'où là, le titre où je voyais, où je disais, ben, il y a tous les défis locaux et internationaux à la fois. Donc, je continue. Puis, dans le portrait un peu là, de l'historique ou des chiffres là, au niveau de la croissance, je le disais, hein, dans les 2-3 dernières années, c'est là où il y a vraiment eu une augmentation. Ça, c'est le nombre d'hectares en superficie qui a augmenté, qui fait que maintenant, la coop agrobio, ça représente 45 des hectares cultivés biologiques. Fait que quand elle va voir des acheteurs maintenant, c'est pas comme en 2010, 2012, 2014. Là, elle devient un joueur important, puis une référence. Puis, il ne s'en passera pas des petites vites sur le prix vaut tel la tonne, parce que là, les gens sont au courant, puis même se tiennent entre agriculteurs. Puis, je vais en parler un peu plus tard aussi, c'est jusqu'à quel point ce regroupement peut créer une force aussi au niveau de la solidarité qui se crée sur le maintien des prix. Donc, on voit aussi la répartition par région. Donc, c'est sûr qu'historiquement, la coop, elle a émergé davantage en Montérégie, puis au centre du Québec. Mais par la suite, il y a eu beaucoup dans les 5 dernières années, il y a beaucoup d'entreprises, des fermiers de la Naudière qui ont converti au biologique. Il y a beaucoup de grandes superficies aussi. Et puis, il y a eu une augmentation du nombre d'hectares cultivés bio, puis il y a aussi l'importance de la Naudière. On voit que même cette année, il y a un nouveau membre en Abitibi. Au Bas-Saint-Laurent, il y a un membre. Il y a Saguenay, il y a un membre aussi, malgré qu'il y a une autre coopérative là, qui offre des services aussi dans le domaine biologique, là, qui est affiliée à Solio à ce moment-là au Saguenay. Il y a quand même cette présence-là sur place. Et puis, il y a quand même en sud-est de l'Ontario, il y a 3 membres qui représentent quand même 800 hectares. Là. Donc, il y a une présence là, dans l'Est ontarien. On est très proches parents, là. C'est juste pas très loin, en fait, là, au niveau du sud-ouest de la Montérégie. Donc, oui, on peut avancer. Donc, ça représente en fait les 100 membres, mais par proportion gardée. Donc, je présente un peu le défi que ça représente de servir un membre numéro 1 versus un membre numéro 100 en termes de diversité d'équipements, diversité de grains produits aussi, puis d'enjeux par rapport à comment je mets en marché quand je suis un très gros et quand je suis un très petit. C'est sûr que quand le 100e membre est devenu membre, ben là, ils ont augmenté le maximum de cotisations à l'hectare parce qu'ils se sont dit, ben c'est pas vrai qu'on va s'arrêter à, mettons, 2000 $ de cotisation, on va monter ça, puis oups, c'est devenu 3000. Fait que le nombre, peut-être 99, 98, 97, qui était déjà membre, qui payait seulement 2000, oups, il y a toute une augmentation qui s'opère. Puis, en même temps, le membre numéro 6-5, ben, on veut aussi qu'il puisse accéder à de l'information puis faciliter sa mise en marché. Donc, ça pose un défi assez important là, en termes de livraison de services. On peut avancer. Donc, en fait, d'où qu'ils viennent, c'est comment organiser le modèle d'affaires. C'est vraiment... Moi, là, en ce moment, je vais plus axer davantage sur la commercialisation des grains vrac. C'est donc ce que j'ai travaillé davantage à restructurer parce que ce sont des services. Puis comme on va le voir, la logique de livraison de services, c'est pas comme prendre un produit puis l'acheter, le revendre, faire une marge. Hein? On a des revenus, on offre des services. Plus on a de revenus, bien, plus on donne de services, mais plus ça coûte cher, plus tu en obtiens. Donc, en fait, c'est de voir, on paye pourquoi, puis, donc, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Puis, c'est très intangible, le retour sur investissement. Donc, ça, c'est sur le chiffre d'affaires. J'ai enlevé les chiffres là, pour un peu garder la confidentialité des données, mais juste la tangente. On voit la période quand même où ça a été expérimenté, mettons en 2015-2016, on a expérimenté de dire on achète et on revend comme courtier.
Et puis, ça n'a pas fonctionné. Ça a duré 3 mois, on a changé d'employé, ça a duré 3 mois. Puis, donc, ça a été, on appelle ça pas un échec, un apprentissage, hein, pour mieux planifier autre chose. Donc, vous voyez que 2018-2019, la grosse croissance, mais ce que ça ne dit pas, c'est combien qu'on a perdu à la fin de l'année. Donc, oui, la croissance, mais en s'assurant de ne pas perdre de l'argent aussi. Donc, ça, c'est un autre défi. Donc, c'est pour ça que des interventions comme les miennes, des fois, sont nécessaires. Donc, on peut avancer. Donc, c'est ça, comme je parlais un peu, c'est quoi les différents modèles, tu sais, modèle d'affaires, achat-vente. Puis ça, c'est ce qu'on disait qui fonctionne le comité semences et détail par budget autogéré aussi. Puis, le modèle facilitateur de marché qui est différent. Donc, on offre un service à la fois aux membres, mais on offre un service aux acheteurs aussi. Donc, les acheteurs, il y a une sécurité d'approvisionnement s'ils sont en lien avec la coop, parce que la coop a un bassin d'offres, de membres, de contrats, de stock. Donc, ça devient comme un service qu'on rend à ceux qui cherchent à acheter du grain. Donc, est-ce que ça peut se payer, ça? Donc, ça, c'est quelque chose, un shift qui a été fait dans la dernière année, de négocier avec, par exemple, la Milanaise pour dire, bien, paye-moi pour négocier des contrats, pour faciliter les contrats, pour que les membres puissent t'envoyer du grain. Donc, ça a été nouveau. Donc, puis ça émerge après ça. Ben, une fois que ça marche avec un, ben, tu t'en vas voir un deuxième, puis tu t'en vas voir un troisième. Puis là, ben, c'est différents types de négociations qui peuvent être pensées pour pas qu'il y en a qui disent que ça sort toujours de la grosse poche des producteurs, qui des fois n'est pas si grosse que ça, mais je veux dire que ça provienne toujours de la part des producteurs eux-mêmes, tu sais, qui ont différents défis de rentabilité, puis beaucoup d'investissements aussi à rentabiliser. Mais en même temps, dans tout ça, s'opère, tu sais, une des valeurs fondamentales de la coop, qui est la liberté, qui est laisser le membre libre de saisir des opportunités et d'agir en solo. Ça pose un défi parce que on peut entendre parler d'offres et un membre peut appeler directement l'acheteur puis vendre son grain. Il n'y a pas d'obligation de passer par la coop. Donc, c'est toute une game qui peut s'opérer au niveau de l'information, au niveau des transactions, au niveau de... On passe par la coop. Qu'est-ce que ça veut dire passer par la coop? Donc, il y a beaucoup d'intangibles dans tout ce modèle-là. Donc, on peut avancer. Moi, j'ai en fait regardé qu'est-ce qui se passe ailleurs, hein, pour voir aussi, parce qu'on avait un intérêt de regarder aux États-Unis tous les liens qui pourraient être faits pour renforcer. Puis, il y avait aussi de la disponibilité de stock qui pouvait être exporté. Donc, quel lien qu'on peut faire avec des coopératives aux États-Unis. Donc, c'est sûr que avant la pandémie, en février 2020, on a eu la chance qu'il y a le directeur de la commercialisation, il a pu assister à une conférence là, à justement le Moses Organic Show je pense que c'est au Wisconsin. Donc, il a pu faire des liens à ce moment-là avec la coop O-Farm, qui est vraiment la même chose à peu près, mais qui est justement au Minnesota, aux États-Unis. Puis, quand on regarde la mission des deux organisations, les buts, les objectifs, leur service est très similaire. Donc là, ils se sont dit, à partir de ce moment-là, une fois par semaine, on va s'appeler puis on va s'échanger de l'information sur les prix. Parce que le prix ici est basé sur aussi l'USDA, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial. Donc, il y a cette coopération-là qui a pu se faire au niveau de l'information. Mais concrètement, sinon, ben, c'est sûr qu'on regarde la coopérative Organic Valley, puis c'est sûr que c'est une inspiration. C'est une source d'inspiration parce qu'elle existe depuis 30 ans, puis bon, Coop AgroBio existe depuis 2007, donc à peu près 10-15 ans, mais à travers ça, la création, tu sais, dans les années 80 d'Organic Valley Crop, que ça s'appelait à l'époque, c'est les mêmes valeurs. On peut regarder les photos là, de comment ça s'est créé, Organic Valley, puis c'est comme, on pourrait juste changer les images, puis c'est la même histoire. C'est sûr que ça s'est développé différemment parce qu'aujourd'hui, Organic Valley, ça regroupe
plus dans le fond, le secteur à la fois des grains, mais aussi le maraîcher, aussi de toute la question du laitier, la transformation. Donc, c'est devenu une très grande coopérative qui a vraiment une force, mais justement, c'est ce que j'ai identifié, le modèle d'affaires solide. Dans le fond, Organic Valley, lui, a décidé qu'il allait acheter les grains et les revendre, mais en fait, pas seulement dans le secteur des grains, et puis qu'il allait stabiliser le prix payé aux producteurs. Donc, à ce moment-là, partage les coûts de la mise en marché des produits, partage les profits quand l'entreprise va bien. Mais donc, ça fait qu'ils ont vraiment un impact sur le système alimentaire. C'est un type de développement. Comme je l'ai dit, il y en a qui décident d'y aller all-in, si je peux dire. Il y en a qui décident de dire, bien, ça va être ça que répond notre coop, les besoins. Donc, chaque coop évolue dans son contexte, dans son histoire aussi. Donc, on peut avancer. Donc, la mise en marché, là, au niveau de l'innovation façon agro-bio. Donc, c'est un peu, quand on parle d'innovation, c'est ce que les gens désirent, la désirabilité, mais aussi qu'est-ce qui est la viabilité de l'entreprise et ce qui est faisable techniquement. Donc, l'innovation se passe vraiment dans la jonction de ces trois bulles-là. Donc, c'est un défi d'atteindre ce petit cercle que, justement, donc, on peut avancer pour aussi de voir comment, dans quel processus on peut y arriver. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai présenté cette image-là, qui est la pensée design, c'est d'y aller par intuition, essai-erreur, expérimentation, prototypage, test. Mais tout ce que j'ai dit sur l'historique d'agro-bio, on a essayé ça, ça n'a pas marché, on a essayé ça, puis là, ben, on a peaufiné le truc, puis on a continué, puis quand j'ai présenté ça au comité, c'est sûr qu'il y avait des petits sourires. Hein? Puis là, il dit, ouais, depuis, dans le fond, l'avènement, depuis l'embauche de tel employé, dans le fond, c'est plate. Là. Je dis, ben là, tu sais, mettons, l'employé, ça se situe là, puis mettons, le directeur qui est arrivé, là, c'est plus clair. Là, la vision est plus claire. Donc, il y a vraiment eu un travail, tu sais, avec les années, de dire, OK, on optimise, on définit, c'est quoi, puis, ben, ça donne ça comme parcours. Donc, on peut avancer. Donc, moi, j'avais aussi utilisé le modèle du Business Model Canva pour les aider, pour regarder, à vraiment mieux communiquer, même auprès des membres, c'est quoi les services, c'est quoi les gains. Donc, ça, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire, c'est où on solutionne quel problème, on crée quel gain, on résout quel problème. Donc, c'est un peu ça le processus, mais ça s'inscrit, si on avance dans le BMC, le Business Model Canva. Donc, on part de ceux qui connaissent l'outil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant là, pour toutes les entreprises quand même il s'agit de faire une planification stratégique ou autre. Donc, de regarder vraiment le modèle d'affaires. Donc, on part de la proposition de valeur qui est le cœur de l'entreprise et ensuite, on va voir les clientèles. Donc, pour ce que j'ai là, je ne sais pas si on entrera tant dans les détails, mais l'idée, c'est de regarder un peu comment c'est analyser la problématique. Hein, qu'est-ce qu'on avait à faire. Et puis aussi, il y a toute la section qui est intéressante de regarder. Bon, ça, c'est marketing, vente, communication. Il y a les finances, comptabilité, les opérations, donc les différents cercles. Mais il y a aussi récemment un autre consultant qui a présenté, qui a séparé en fait la partie finance, comptabilité en disant la pérennité de l'organisation, il faut y arriver plus tôt que tard dans ce cercle où on se questionne sur chacune des cases. Donc, oui, partir de la proposition de valeur, aller dans les clientèles cibles, mais directement regarder, est-ce que nos revenus, est-ce qu'il y a de la désirabilité, justement? Donc, si on prend toute la portion de droite, il a défini même en disant, il y a comme un triangle des Bermudes, c'est-à-dire notre proposition de valeur, notre clientèle, le prix. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence là. Parce que si
notre prix est trop cher, si on ne répond pas à un besoin, si... Donc, tout ça doit se tenir, doit être cohérent, doit être compris, même de la façon qu'on répond à quel besoin. On partage les risques, on a un pouvoir de négociation. Mais en même temps, il y a des petits producteurs, il y a des anciens producteurs, donc il n'y a pas nécessairement le même besoin. Il y en a qui, les nouveaux, ils ont besoin davantage d'informations. Les anciens, des fois, ils se font bypasser parce qu'il y avait une certaine relation avec des acheteurs, puis là, il y a un petit qui arrive, puis qui va... Donc, il y a comme un jeu qui peut s'opérer à travers ça. Au niveau des opérations, puis de la structure des coûts, c'est toute la faisabilité de quand on parlait tantôt, est-ce que c'est faisable techniquement, qu'est-ce qu'on veut faire comme entreprise? Donc, on a toute la question des partenaires qui peuvent être des ressources qui peuvent aider à faire ce qu'on veut faire. Donc, ici, c'est spécial parce qu'en même temps, je leur ai dit, je fais une planification stratégique pour le secteur des grains, mais c'est pas normal que je fasse une planification stratégique juste sur le secteur des grains parce que normalement, dans une entreprise, dans une coopérative, on fait une planification stratégique globale, pas par comité. Donc là, il y a comme une interrelation avec les autres comités. On s'attend du comité grain qui soit rentable, mais nos partenaires sont en fait les mêmes personnes qui sont de l'interne des comités semences et détail. Puis je l'ai mis de cette façon-là parce que ça soulève un enjeu organisationnel dont je vais parler par la suite. Ensuite, la Milanaise, comme je l'ai dit, un partenaire. Le CETAB, qui est le centre de transfert, centre collégial de transfert de technologie, qui est affilié au Cégep de Victoriaville sur l'agriculture biologique. Donc, eux offrent des services aussi, mais plus de type agronomique. Mais souvent, dans le fond, il y avait une personne impliquée sur le conseil d'administration qui, elle aussi, est en lien avec des producteurs, puis amène des nouveaux membres parce que parlant bien aussi des services de la coopérative, donc c'est un allié à ce moment-là. Les consultants, évidemment, ils sont des partenaires. Le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc qui potentiellement peut subventionner ou peut appuyer les filières de développement dans des projets. La CDRQ, pour qui je travaillais avant. Et puis, donc, ensuite, le SPGBQ, c'est le Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec. Donc, tous les secteurs de l'agriculture sont souvent affiliés par syndicat et tout. Donc, et la filière biologique, qui est une organisation qui promeut la culture biologique dans tous les secteurs, là, que ce soit maraîcher ou tous les autres, acériculture et tout ça. Donc, on peut avancer pour voir, à partir de cette analyse-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dit, regarde, ça, vert, ça va bien. Ça, rouge, c'est comme un pain point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment accorder de l'attention là-dessus. Et jaune, il pourrait avoir des opportunités. Mais donc, on va avancer pour que j'ai le temps de passer à travers tout ça. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, j'arrive un peu au cercle vertueux. Tantôt, quand je disais, il y a une solidarité qui s'opère à le fait qu'on est plusieurs à se mettre ensemble. Donc, il y a comme des livres là-dessus, là, sur le sujet, là, Blue Ocean Strategy. Donc, créer, ne pas compétitionner. Donc, ça crée un cercle vertueux. Plus on est de personnes ensemble. Donc, les membres créent ensemble des nouvelles opportunités au bénéfice de tout le groupe. Les producteurs ont avantage à se regrouper et à s'organiser pour créer un rapport de force devant un marché qui est volatile, compétitif et international. Et les actions des producteurs pourraient être en compétition avec les efforts de la coop, car le marché est libre. Ça, j'en ai parlé un peu tantôt. Mais ça fait partie du jeu. Hein? Donc, mais en jouant le jeu, on gagne plus qu'on peut perdre. Donc, en fait, il faut accepter de jouer le jeu, peut-être. Donc, mais si, par exemple, on continue, l'envers, oui, OK. Donc, la stratégie de mise en marché de la coop, se situe dans sa différenciation. Donc, comme je te le disais, le retour sur investissement, il est intangible, personnel dans chaque entreprise. C'est pas comme je paye ma cotisation, puis je m'attends à vendre tant de grains. C'est-à-dire que je paye une genre d'assurance ou titre d'abonnement, puis plus je peux utiliser les services, plus je risque de peut-être avoir des opportunités, mais je n'ai rien de garanti non plus.
Donc, ça pose un défi d'y croire, hein, de vouloir embarquer dans ce jeu-là. Elle fait de l'innovation ouverte. Donc, en accédant de l'information, elle le partage au groupe. Plus les gens partagent et participent, plus l'information est crédible et a de la valeur. Comme l'employé dit, moi, j'ai potentiellement 80 ou 100 espions, moi, pour savoir c'est quoi le bon prix juste du marché parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur le prix, mais le prix réel, c'est vraiment quand il s'opère une transaction. Il peut avoir une offre à tel prix, mais que ce ne sera pas un bon prix ou juste comme information parce que la transaction n'a pas lieu. Donc, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Hélène, juste pour t'avertir, il reste 10 minutes. OK, on va avancer. Donc, c'est toi qui contrôle justement. Oui. Donc, ce que je disais, le contre, mettons, le contraire du l'océan bleu, ce serait the Red Ocean, justement, où on reste toujours autour des mêmes clients. Donc, comme on dit, all these players are fighting together to grab a greater share of the market by focusing on the existing customers. Donc, d'où l'importance pour la coop d'aller investiguer les marchés internationaux, d'aller chercher des nouveaux partenaires, d'aller trouver de nouvelles opportunités. Donc, mais ça prend des ressources pour ça. Donc, c'est un peu l'analyse des zones à risque, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Là, vous avez compris un peu la démarche que j'ai faite avec eux. Mais je veux enchaîner sur l'autre portion là, que je parlais au niveau plus organisationnel. Donc, ça, c'est au niveau des opportunités, différentes choses. Mais au niveau des enjeux organisationnels, comme je l'ai dit, la coop est organisée un peu en autogestion des groupes de comités. Donc, c'est sûr que ça... c'est, dans le fond, une des nouvelles réalités de notre monde, adaptée à l'organisation dans un environnement volatile, instable, complexe, ambigu. Ça correspond un peu à ce que je disais au niveau des enjeux de marché. Donc, en même temps, il faut trouver, dans un environnement d'affaires complexe, des façons d'organiser le management de l'entreprise. Parce que, comme je le disais, cette coopérative-là, elle n'a pas de direction générale depuis 5 ans. Hein? Donc, c'est une entreprise qui peut donc s'adapter à un environnement qui est complexe, mais donc, on peut avancer Donc, ça, c'est l'organigramme. On connaît, qu'est-ce qu'un organigramme typique là, de gouvernance coopérative. Ça, c'est le schéma que j'ai fait de comment l'organigramme fonctionne au niveau de la coopérative. Donc, on ne retrouve pas nécessairement, puis on peut avancer là, au niveau de la responsabilité partagée, les différents champs, c'est-à-dire que normalement, il y a comme 4, le quadrilatère coopératif, là. Là, il y a l'AGA, le CA, il y a un conseil exécutif, puis là, après ça, il y a des responsables de comité, lesquels sont responsables d'employés. Donc, les employés ne relèvent pas de la même personne dans la coop, mais interagissent entre eux. Il y a des liens de communication et en plus, il y a des consultants qui ne sont pas des employés. Donc, ça, c'est un peu la complexité que je leur ai exposée au niveau même des communications. On peut avancer. Au niveau de la culture organisationnelle, ça, c'est vraiment comme le point central, le point de bascule quand je dis, bon, dans le cas où il y a un contexte de ressources limitées, le modèle d'autogestion ou à responsabilité à partager va permettre à une organisation de fonctionner, de se développer, mais dans un modèle transversal, il peut y avoir un point de bascule quand on ne s'entend pas sur un nombre de règles communes. Donc, le modèle d'affaires de la mise en marché ne peut pas avoir comme objectif de générer des surplus sans impacter les services aux membres. Donc, elle a peu d'emprise pour se développer. On veut développer des nouveaux marchés, mais on n'a pas de ressources pour les développer. Dans un sens, là, si je peux caricaturer, on peut avancer. Donc, en fait, là, la question de la croissance, on avait cette belle petite organigramme, mais l'image de l'équilibriste qui veut gérer 100 membres, mais qui n'a pas nécessairement le modèle organisationnel idéal pour y arriver. Et puis, donc, ça
nous amène un peu à ma conclusion qui est comment on peut répondre à ces défis de changer la culture d'une organisation dans un contexte de gestion de la croissance, dans un contexte où il y a plein d'opportunités à saisir. Et puis, donc, un peu les amener à voir comment on peut s'organiser autrement par comité. Déjà, au lieu que ce soit par des comités de commercialisation des grains, de semences et de détail, bien, dire, bien, il ne peut pas avoir, par exemple, un comité qui s'occupe des opérations de développement, un comité finance, un comité communication et ressources humaines. Donc, plus au niveau des fonctions de l'entreprise et non des types de services. Donc là, je dis, quand je leur ai présenté ça, c'est sûr qu'il dit oui, il faut arrêter les comités, oui, il faut arriver vers ça, oui, ça prend un directeur général, tu sais, donc ils répondent tous oui à ça. Mais je dis, écoutez, ça ne se passera pas dans un mois, là, tu sais, ça va prendre le temps de l'implanter. Donc, c'est un peu, je pense que j'ai débordé un peu là, de mon temps. Je vais laisser un peu les questions. Merci beaucoup pour ta présentation, Hélène. Moi, je vois pas de questions pour le moment. Mais j'en ai une de mon côté. Je trouve ça intéressant dans le milieu agricole. J'imagine que tu es un milieu probablement assez traditionnel d'appliquer des principes là, qu'on voit dans en administration ou en gestion, des principes de justement de Business Model Canva ou de Océan Bleu, etc. Je trouve ça extrêmement intéressant d'appliquer ces modèles-là au milieu agricole. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup ou c'est quelque chose qui est plutôt nouveau dans ce milieu-là? Bien, moi, là, j'ai vraiment essayé de leur apporter certains éclairages que dans les dernières années, je n'ai pas été capable avec les outils que j'avais de trouver, d'expliquer, d'arriver à... Puis c'est dans cet hiver que je suis allée faire moi-même un parcours à l'École des entrepreneurs, donc d'où les sources là, qui disent École des entrepreneurs du Québec. Parce que même moi, les outils que j'avais quand je travaillais à la CDRQ, c'est pas quelque chose que je connaissais là, déjà. Fait que, déjà, moi, là, ça fait seulement quelques mois que j'ai découvert c'est en bleu, puis tout ça. Donc, c'est déjà ça, c'est des notions qui sont nouvelles. Et c'est sûr que quand, le défi pour justement des agriculteurs, des membres, des administrateurs là, de coopératives agricoles, c'est d'arriver avec une notion de simplicité. Là. Je ne peux pas arriver avec un grand texte, avec des notions théoriques. Il faut vraiment que ce soit applicable, terrain, vulgarisé. Donc, déjà, c'est sûr que le défi de la dernière année, ça a été de répondre à la rapidité de la nouvelle normalité, comme on peut dire, mais aussi de dire, est-ce qu'on peut prendre des décisions en ligne, là, tu sais, ben, tantôt, Jean-François, il parlait aussi de... qu'est-ce qu'il disait dans le fond d'être agile? Bien, on peut être agile au niveau organisationnel si on a une vision partagée. Puis ça, ce que je leur ai dit l'année dernière, c'est que est-ce que vous avez la même vision? Parce que si vous avez la même vision, si les différents comités ont la même vision, les décisions, il n'y a aucune résistance, il n'y a pas de problème. Mais si on a telle valeur ou telle vision ou tel intérêt, bien, nos ressources ne seront pas nécessairement partagées de la même façon. Une petite question pour toi, Hélène. Au niveau, je pense que tu disais qu'il y avait des nouveaux membres qui se sont joints à la coop, somme toute récemment. Comment ça se passe, l'arrivée d'un nouveau membre dans toute cette ce que tu nous as présenté là, dans le processus par lequel vous avez passé, puis les activités d'éducation coopérative, ou comment se passe, dans le fond, c'est ça, l'arrivée d'un nouveau membre?
Mais les ressources sont limitées, mais les membres arrivent à pleine porte. Entre le moment où j'ai fait mon rapport 100 membres, ben là, déjà, 2 mois plus tard, il était rendu à 115. Puis là, au jour où on se parle, je ne sais pas si sont combien. Dans Donc, le fond, c'est ça. Donc, il y a une effervescence. Fait que comment ça se vit, ça? Bien, dans la dernière année, c'était incontournable. C'était un des premiers axes de la planification stratégique. Il faut optimiser notre structure d'organisation de nos services. Donc, ils ont élaboré le guideline sur les services des membres. Puis là, on n'est même pas rendu à parler d'éducation coopérative. On parle juste de c'est quoi les services que la coop fait, parce que si on passe trop de temps au niveau opérationnel à servir un membre qui va gruger de notre temps d'employé au détriment de d'autres ou de développement de la coop ou de gestion ou de préparation de l'infomarché à chaque 2 semaines. Donc, on est loin de l'éducation aux valeurs coopératives, je pourrais dire, sauf qu'il y a quand même eu un exercice de planification stratégique où il y a eu un sondage de fait, c'est quoi les valeurs, etc. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui disaient, mais est-ce qu'on est en train de perdre notre temps parce qu'il y a tellement des choses plus prioritaires et plus, tu sais. Juste d'expliquer aussi, tu sais, avant de parler des valeurs de la coopération, d'expliquer votre modèle à vous. Le modèle déjà innovateur en soi, ça devait aussi prendre une certaine part de cette énergie-là. Mais c'est sûr que dans le processus de recrutement des membres, l'employé, ben, il dit un peu comment ça fonctionne, puis il en parle à tous les membres là, qu'il y a un projet détail et tout. Donc, le projet qui était de dire, hey, de la ferme à la table, tu sais, ça, c'est facile de dire, là, dans le fond, mais ça, justement, ça veut inspirer certains membres que, ben, les autres sont là pour vendre du grain puis gérer leur business, mais qui n'ont pas nécessairement cette vision de dire on veut se rapprocher du consommateur, on a des valeurs coopératives, mais en même temps, tout le travail qui m'a été confié dans la dernière année de dire ben nous, si on veut faire des affaires avec des entreprises aux États-Unis, on aimerait ça que ce soit avec des coopératives parce qu'ils ont des valeurs similaires aux nôtres, puis on veut faire des relations durables. Donc, ça se concrétise plus sur la façon qu'on va faire des affaires, la transmission des valeurs coopératives. Excellent. Intéressant. On arrive déjà à la fin de notre session d'aujourd'hui. Hélène Turcotte, merci beaucoup pour ta contribution puis ton travail là, auprès de la coop AgroBio. Je remercie aussi Jean-François Parent pour sa présence et sa contribution. Je ne sais pas si à ce point-ci, Édouard, est-ce que tu avais un petit mot de conclusion ou des indications quelconques à nous donner? Mot de conclusion en tant que tel, merci à nos panélistes d'avoir participé. C'est un énorme plaisir de vous entendre discuter de vos sujets d'expertise. Puis évidemment, ça sonne des cloches un peu partout dans mon cerveau, là, dans le sens où ça allume certaines lumières justement, puis c'est extrêmement en lien avec les valeurs coopératives, c'est-à-dire dans la collaboration, ben, il y a de l'effervescence, puis ça amène de nouvelles idées, des innovations, etc. Donc, bien content de vous avoir entendu aujourd'hui. Et puis, j'ai le mot de la fin pour ce qui est de l'Institut, c'est ça que je comprends. Donc, j'aimerais en profiter pour remercier, puis il est là, il nous écoute, Michael Norris, parce que justement, je voulais le souligner, moi, c'est à travers ACE que j'ai passé pour faire des liens avec, par exemple, Cathy Stats au Wisconsin et tout ça, participer à la Farm Coop Conference pour faire des liens avec les coops aux États-Unis. Fait que merci à ACE. Merci beaucoup, Hélène. Puis effectivement, Michael, félicitations pour ton beau travail à l'Institut. Je ne sais pas si Michael est pris dans une autre session. Je pense que oui. Oui, il est dans la session de Puerto Rico, je pense. Il doit aussi terminer la session. Oui, il doit être en train de faire ses notes. Donc, de sa part, je vous remercie et je le remercie de la part des panélistes également. Donc, merci Andrea d'avoir pu être parmi nous également. Et puis, on se revoit sous peu. Oui, ben, bonne Saint-Jean aux Québécois et bonne fin de journée à tous les autres. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye.